Alors, le problème, effectivement, dans nos domaines en biologie, c'est qu'on est en prise directe avec des questions sociales. Je ne sais pas, aujourd'hui, les gens disent sociétales, mais je ne vois pas la différence, donc je vais dire sociale. Et pour l'illustrer, j'ai commencé par ce petit débat que vous trouverez sur le web si ça vous intéresse. C'est Philosophie Magazine qui, avant l'avant-dernière élection présidentielle en France, avait confronté deux grands penseurs français, donc un de droite à gauche sur la photo, que vous reconnaissez tous, et à droite, vous ne le connaissez peut-être pas tous, mais il s'appelle Michel Onfray, et c'est un philosophe de gauche. Et ils discutent de diverses choses, ils cherchent comment s'empailler, ils y arrivent assez rapidement, grâce à la question de savoir pourquoi il y a des gens qui font des choses pas bien. Sarkozy dit l'être humain peut être dangereux, il n'y a pas d'un côté des individus dangereux et de l'autre des innocents, chaque homme étant lui-même porteur de beaucoup d'innocence et de danger. Onfray répond qu'il n'est pas rousseauiste et qu'à son sens on ne n'est ni bon ni mauvais, on le devient car ce sont les circonstances qui fabriquent l'homme. L'intrigue se noue à ce moment-là. Alors Sarkozy lui répond, mais qu'est-ce que vous faites de nos choix, de la liberté de chacun? Et Onfray répond qu'il ne donnerait pas une importance exagérée. Il y a beaucoup de choses que nous ne choisissons pas. Vous n'avez pas choisi votre sexualité parmi plusieurs formules, par exemple. Un pédophile non plus, il n'a pas décidé un beau matin d'être attiré par les enfants. Pour autant, on ne naît pas homosexuel, ni hétérosexuel, ni pédophile, dit Onfray. Et la phrase d'après, importante, je pense que nous sommes façonnés non pas par nos gènes, mais par notre environnement, par les conditions familiales et socio-historiques dans lesquelles nous évoluons. Alors cette phrase, elle est vraiment remarquable parce que il y a deux choses à en dire. Premièrement, Onfray, il est clair qu'il ne sait à peu près pas ce que c'est que des gènes, mais il a un avis dessus quand même. Et cet avis, c'est que ce n'est pas important. C'est qu'on est façonné non pas par nos gènes, mais par notre environnement. Et la deuxième chose à dire, c'est que quand quelqu'un vous dit ça, vous pouvez à peu près être sûr que c'est quelqu'un de gauche. Et si en face, il y a un type vraiment à droite, il y a 9 chances sur 10 qu'il ne soit pas d'accord. Là, ça ne rate pas. Sarkozy répond « Je ne suis pas d'accord avec vous ». J'ai répond à part à penser qu'on est pédophile. Voilà, c'est un problème qu'on ne sache pas soigner ça. Il y a des enfants qui se suicident chaque année. Ce n'est pas parce que leurs parents s'en sont mal occupés, mais parce que génétiquement, vous voyez que lui aussi s'y connaît. Ils avaient une fragilité, une douleur préalable. Il y a des fumeurs qui développent des cancers, d'autres non. Les premiers ont une faiblesse physiologique héréditaire. Les circonstances ne font pas tout. La part de l'inné est immense. Alors, vous voyez qu'un problème qu'on a, nous, biologistes, et particulièrement nous, généticiens, c'est qu'on travaille sur une science dans laquelle il y a une charge politique extrêmement lourde. C'est-à-dire qu'en gros, les gènes, c'est de droite et l'environnement, c'est de gauche. Et du coup, quand on fait une manip, on ne sait jamais à l'avance si on va trouver un résultat de droite ou de gauche, et c'est très désagréable. Alors, on va discuter un peu de pourquoi tout ça, et puis à quoi ça correspond, évidemment. Parce que ça obscurcit terriblement le débat. Ça obscurcit considérablement le débat, on y reviendra. Alors, la biologie, c'est une science terriblement jeune par rapport à ce que vous faites, vous imaginez pas. On peut dire qu'il y a eu la première théorie englobante de la biologie, c'était celle de Lamarck au début du 19e siècle, et elle était fausse, ce qui prouve qu'elle était scientifique, puisqu'on pouvait montrer qu'elle était fausse. Vous connaissez la réfutabilité comme critère de scientificité. Et la première, donc c'est d'ailleurs Lamarck qui fabrique le mot biologie, en même temps qu'un Allemand, indépendamment. Et puis, avant, on parlait de sciences naturelles, voilà. Et puis, donc, c'est en 1859 que Darwin publie L'origine des espèces, dont on peut dire qu'il fonde la biologie en tant que science. Et il appuie sa théorie sur la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est un mécanisme qui n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il s'agit d'un mécanisme par lequel les individus se reproduisent. Alors ça, c'est un malheur de la langue française. On dit que les individus se reproduisent. Alors je voudrais vous prévenir tout de suite pour les plus jeunes. On ne se reproduit pas. Vos enfants vous le montreront. Ce n'est pas vous qui vous avez fabriqué. Et alors je vois des plus anciens qui acquiescent. Ils ont constaté. Et donc, en fait, on reproduit quelque chose. Les Anglais ont une expression beaucoup plus subtile. Ils disent « The individuals reproduce their own kind ». Donc, reproduisent leur propre sorte, vous voyez. Mais ce n'est pas traduisible vraiment, donc je traduirais par « se reproduisent », mais entendez bien que ce n'est pas vrai, et c'est très important par rapport à ce qu'on va discuter aujourd'hui, parce que la question, au fond, c'est qu'est-ce qui se reproduit? Alors, cette reproduction induit une variation par des mécanismes que Darwin étudie largement mais qu'il ne comprend pas. Une variation qui a une caractéristique majeure, c'est qu'elle est constamment refabriquée et qu'elle est héritable.
c'est-à-dire que les descendants des plus grands ont tendance à être plus grands que les descendants des plus petits. Et l'hérédité de la variation, c'est très différent de l'hérédité tout court à l'époque. L'hérédité tout court, c'était étudié par les embryologistes qui essayaient de comprendre comment un poulet faisait un poulet. Ou un humain faisait un humain. Alors que là, c'est l'hérédité des variations. Comment un individu plus grand qu'un autre va faire un descendant plus grand que les autres. Et ça, c'est un domaine de recherche absolument inventé par Darwin et qui va, 50 ans plus tard, donner naissance à la génétique au début du XXe siècle. Donc, quand je vous dis qu'on a des sciences très récentes, je veux dire que les bases théoriques de la biologie contemporaine, on ne les a que depuis le début du XXe siècle. Le mot génétique apparaît en 1906, pour vous donner une idée. Voilà, donc dans cette variation, la nature opère un tri. Pourquoi? Eh bien parce que la tendance de toute population, c'est de croître exponentiellement, et que, comme vous le savez, ça ne peut pas durer éternellement. Donc à un moment ou à un autre, il faut des systèmes de limitation, que ce soit la limitation en ressources ou le fait qu'il y ait des prédateurs qui se mettent à pulluler, des maladies, etc. Donc, il y a constamment élimination d'individus, constamment ou au moins à certains moments, élimination d'individus. Et étant donné que ces individus sont tous différents et que ça se passe dans un environnement donné, ceux qui vont être éliminés, c'est ceux qui étaient les moins aptes à se maintenir et à se reproduire dans le système. Donc, la sélection naturelle, c'est ce processus de tri à chaque génération dans une variation héritable, reproduite de génération en génération. Alors Darwin commence d'ailleurs son livre par l'étude de ce qui se passe chez les sélectionneurs de plantes et d'animaux. Et le mot sélection naturelle, il va le forger à partir du mot sélection, qui à l'époque était une activité strictement humaine. Il y a un petit débat entre les biologistes et pas mal de philosophes sur ce plan-là. Beaucoup de philosophes disent que la sélection naturelle de Darwin, c'est une métaphore par rapport à la sélection réalisée par les humains, alors que nous, biologistes, nous pensons plutôt qu'il s'agit d'une extension du concept, c'est-à-dire que c'est vraiment le même processus qui se produit dans la nature et chez les éleveurs ou les horticulteurs. D'ailleurs, nos équations sont strictement les mêmes, mais que, voilà, on s'est rendu compte que la nature faisait ça après avoir su le faire nous-mêmes, ce qui n'est pas rare du tout dans l'histoire des sciences. Voilà. Donc ce processus de sélection va permettre à Darwin d'expliquer un deuxième grand principe sur lequel il fonde sa théorie, c'est le principe de divergence. Alors, les livres de Darwin sont richement illustrés, tous, mais l'origine des espèces n'a qu'une seule figure, c'est sûrement pas un hasard. Darwin considère sans doute que cette figure, c'est la plus importante qu'il ait dessinée de sa vie. Alors, elle n'est pas très sexy, mais en revanche, elle est très importante. Pour comprendre ce qui se passe là, eh bien, il faut... Donc, ce qui se passe, le temps va de bas en haut, ça c'est une manie de géologue. Les couches les plus anciennes sont en dessous. Il était formé à la géologie au départ. Et puis, donc, il a diverses lignées dont on devine qu'elles proviennent d'un même ancêtre. Et puis, donc, une lignée donnée va fournir constamment de la nouveauté. Et cette nouveauté, eh bien, elle va s'éteindre ou se maintenir, et les lignées vont diverger. Bon, ça, j'en parlerai ce soir, j'en parle pas maintenant. En revanche, d'où vient la variation de départ? Qu'est-ce qui permet de faire de la différence entre les individus au départ? Eh bien, ça, c'est donc un sujet de recherche qu'il va lancer, qui va être suivi par un certain nombre de ses successeurs. D'abord, son petit cousin, Galton, Francis Galton, qui était tombé amoureux de la loi normale. Il explique que c'est une loi qui aurait été personnifiée par les Grecs et déifiée s'ils l'avaient connue. Elle règne avec sérénité, de façon tout à fait effacée parmi la plus étrange confusion. Plus c'est le bazar, plus ça fait une belle courbe en cloche. Et c'est la suprême loi de la déraison, etc., etc. Et Galton va, d'une certaine façon, inventer les statistiques modernes, puisqu'il va produire des modèles qui sont encore très, très utilisés, comme les modèles de branchement, les processus de branchement, etc. Et il dit que ce sont les seuls outils par lesquels une ouverture peut être faite parmi le formidable talus de difficultés qui barrent la route de ceux qui veulent comprendre les sciences de l'homme. Et il affirme que les aptitudes naturelles des hommes sont héritées de la même façon, avec les mêmes limitations que les aptitudes, que les caractères de forme et les caractères physiques de tout le monde organique. Vous voyez que là, on est encore dans le débat qu'on a vu avec Sarkozy-Onfray. Il affirme que les aptitudes sont héritées, comme le reste, dans n'importe quelle forme animale. Donc, il est du côté de Sarkozy, il est de droite. Alors, à l'époque, c'est vrai, mais à l'époque, c'était pas aussi fait que ça, aussi inné que ça. Alors, il va, pour étudier l'hérédité,
Il va entre autres essayer d'étudier l'hérédité du génie chez les humains, mais ça, c'est pas très rigolo. Il fait juste des listes de grandes familles où il y a des génies, dont la sienne, évidemment, puisqu'il est le cousin de Darwin. Mais heureusement, il va aussi travailler sur la taille des poids. Hein. Il va semer des poids qu'il a pesés, puis il va regarder la taille des descendants. Donc en abscisse, vous avez les parents, en ordonnée, les descendants. Il va montrer, alors ça, vous ne devez pas le savoir, mais les poids ont un fonctionnement génétique qui fait que les descendants sont génétiquement exactement pareils que les parents. Ils s'auto-fécondent en permanence. Donc c'est grâce à ça que Mendel a réussi ses manips. Et pour ce qui concerne Galton, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que les résultats se situent dans une ellipse dont il calcule la forme. Cette ellipse est centrée sur l'axe. Vous voyez, si c'était de la physique, on trouverait ces points-là. Mais en biologie, c'est pas comme ça. On trouve ça. Hein, et on est autour de la première bisectrice. Pourquoi? Parce qu'en plus des effets génétiques, il y a des effets de l'environnement. Et alors ça le désespère, parce que les descendants des génies sont moins géniaux que leurs parents. Vous voyez, les descendants des poids les plus gros sont moins gros que leurs parents en moyenne. Pourquoi? Parce que quand un poids est très gros, ça veut dire qu'il a probablement un génotype qui l'amène à être gros, mais en plus qu'il était dans un bon environnement. Il va transmettre ses gènes, mais il ne va pas transmettre son environnement. Et donc, du coup, les descendants, ils ont un environnement moyen, et donc ils sont moins grands que le parent. Le résultat, c'est que Galton constate ce qu'il appelle une régression de la taille du parent à la taille du descendant. Voilà, elle est là, hein, la régression. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, quand on fait ce truc-là, on appelle ça une droite de régression. S'il avait travaillé sur l'hérédité de la stupidité, on parlerait de droite de progression, parce que vous voyez que les descendants des moins bons sont meilleurs que leurs parents. Voilà, donc Galton impacte beaucoup la biologie en produisant ces modèles statistiques. Hein. Puis il aura des élèves comme Pearson qui inventeront le Ki2, etc., toujours pour étudier l'hérédité. Mais Galton en déduit de tout ça qu'il est possible d'inventer une nouvelle science qu'il appelle l'eugénique, qui est l'étude des méthodes sous contrôle social qui améliorent ou détériorent les qualités raciales des futures générations, que ce soit physiquement ou mentalement. Alors l'eugénisme se développera au début du XXe siècle, quand la théorie darwinienne et la génétique se seront rencontrées. Donc ça va prendre encore un peu de temps. Hein. Il va falloir Mendel publie ses résultats en 1865, mais personne ne le croit. Personne ne le croit parce qu'il pense qu'on ne transmet que la moitié de ses gènes. Or, à l'époque, tout le monde croyait qu'on transmettait tout. Alors, il a des plantes à fleurs rouges dont les descendants ont des fleurs blanches. Et il dit, voilà, elles ont des fleurs blanches, et si je continue à les croiser, ça fait que des fleurs blanches. Et tout le monde lui dit, t'en as pas regardé assez, ça doit ressortir un jour ou l'autre. Vous avez déjà entendu ce truc-là, ça saute des générations, hein, le genre de conneries qu'on racontait et qu'on raconte encore donc, aux enfants. Hein, non, ça saute pas des générations, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, au début du XXe siècle, on va redécouvrir les résultats de Mendel, donc la transmission des caractères héréditaires par les gènes, et puis immédiatement, pas immédiatement d'ailleurs, il va falloir encore un moment pour arriver à fusionner ça avec le darwinisme. Et au début du XXe siècle, on a enfin une théorie construite de ce que c'est qu'un être vivant. Et donc c'est ça le but de vous montrer, mais je veux quand même, pour que vous compreniez un certain nombre de débats, vous rajouter encore une petite couche sociale, parce que l'eugénique va être effectivement mise en œuvre au début du XXe siècle, alors dans plusieurs pays. Là, je vais vous montrer des photos qui montrent ce qui s'est passé aux USA, parce que c'est là qu'on a le plus de documents. Hein. Donc, premièrement, il est dit que l'eugénique, c'est l'autodirection de l'évolution humaine, hein, et que comme un arbre, elle tire son matériel de beaucoup de sources et les organise en une entité harmonieuse. Alors, toutes les sources, c'est la génétique et les statistiques, ça c'est normal parce que c'est Galton et puis les nouveaux généticiens, l'anthropologie, puis vous rajoutez tout le reste, la médecine, la religion, tout. Hein. Je trouve remarquable cette idée de convergence, puisque vous savez qu'aujourd'hui, les gens qui s'appellent les transhumanistes nous parlent de la convergence NBIC, je ne sais pas si vous connaissez tout ça, mais l'idée de fabriquer un surhomme futur grâce aux nanotechnologies, biotechnologies, sciences de l'information et cognisciences, c'est un peu la même chose. On voit ressortir ce genre de choses régulièrement dans nos sociétés. Et la Société américaine d'eugénie, qui est constituée au départ par un bureau de 4 personnes. Morgan était le plus grand généticien de l'époque. C'est lui qui a découvert que l'hérédité avait à voir avec les chromosomes. Alexander Graham Bell avait inventé le téléphone, ce qui lui donnait une certaine notoriété.
mais il n'était pas très biologiste et je pense qu'il n'avait pas grande idée de ce que c'était que les gènes, mais lui non plus. Mais ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que quand les biologistes veulent faire une connerie, les physiciens sont toujours prêts à les soutenir. J'ai vu Pierre-Gilles de Gènes signer des pétitions pour les OGM, je pense que c'est exactement du même ordre. Malgré tout le respect que j'ai pour lui, je ne sais pas ce qu'il y allait foutre là-dedans. Et puis alors eux, c'est des gens qui vont effectivement s'occuper de génisme. Lui, c'est un prof de génétique humaine. Et puis lui, c'est Davenport qui était le patron de l'Institut eugénique de Long Island, un institut qui avait plusieurs centaines de chercheurs, qui vont chercher à comprendre exactement la question Sarkozy-Onfray, d'où viennent les tares dans la société américaine. Ils remontent les généalogies grâce au registre des églises, ils trouvent des gens dans le passé, ils redescendent pour retrouver tous leurs descendants, ils trouvent des résultats extraordinaires, comme Adagio qui vivait en 1740. On a retrouvé 92% de ses descendants, 64 sont des débiles mentaux, 174 des pervers sexuels, 196 sont des illégitimes nés hors mariage, 142 des pauvres et 77 des criminels et meurtriers. Vous voyez qu'il est temps d'éviter la reproduction des adagios d'aujourd'hui. Parce que tout ça, c'est génétique. Je n'ai pas le temps de vous détailler, mais ça, tout généticien reconnaît la transmission d'un gène dominant. Et il s'agit de l'illégitimité qui est donc transmise génétiquement, la naissance hors mariage. La grande presse, le Sunday Oregonian, c'est toujours le journal que les Oregoniens lisent le dimanche. Et bien voilà, en noir les normaux, en rouge les débiles mis à l'asile, en bleu les débiles pas mis à l'asile. 2 débiles, une fille normale, malheureusement, elle a eu un mari normal et on ne sait rien de leurs 15 enfants, mais alors les 2 autres étaient débiles et ont fabriqué une flopée de débiles. Donc, vous voyez que tout va mal. Eh bien, on va s'occuper de ça. Et au 1er janvier 1935, voilà les États qui ont adopté des lois eugénistes aux États-Unis. On en est à 21 539 stérilisations. Il y aura des procès aux USA comme celle des femmes Buck qui ne voulaient pas être stérilisées. Ça se terminera à la Cour suprême par le juge Oliver Wendell Holmes Jr. qui va dire que 3 générations d'imbéciles, c'est assez. Et on les stérilise, c'est vite fait. Et on estime à 65 000 le nombre de stérilisations réalisées à cette époque-là. Sachez qu'il y en a eu proportionnellement encore plus en Scandinavie, il y en a eu pas mal en Suisse. Ce qui est drôle, c'est que le mouvement intellectuel est parti d'Angleterre, qui n'a jamais appliqué les lois eugénistes elles-mêmes, pour des raisons dont on pourra discuter si ça vous intéresse, mais un peu obscures quand même. Et que, évidemment, tout ça a donné naissance au nazisme. Parce que c'est évidemment de ça qu'il s'agit. Il s'agit toujours de... Alors, sachez aussi que ça, c'était à l'ouest, mais la morale est sauve, puisque à l'ouest, donc, les scientifiques, les généticiens stérilisaient les pauvres gens. À l'est, c'est le contraire. Donc, un grand généticien, Vavilov, qui a travaillé sur la diversité des plantes cultivées, avait monté une énorme équipe, mais il va être emprisonné et tué. Il meurt de faim, en fait, en 1943 à la prison de Saratov. Et tous les généticiens seront tués en Union soviétique parce que la génétique a été considérée, à la suite des discours d'un dénommé Lysenko, comme incompatible avec le matérialisme historique. Pourquoi ? Parce que dans les écrits de Engels, il est dit clairement que tous les humains naissent semblables et que c'est la société qui les produit, alors que les généticiens disent qu'ils naissent pas semblables. Donc vous voyez que tout ça commence très mal. Voilà, le début du XXe siècle, la génétique, je ne sais pas ce qu'aurait été le nazisme si la génétique n'avait pas été là pour lui donner une base, mais en tout cas, la génétique a été là pour lui donner une base. Un généticien anglais a écrit très officiellement que l'arrivée de Hitler au pouvoir était le premier grand succès politique de la génétique. Donc, voilà, donc tout ça pour que vous compreniez bien que ce que je vais vous raconter, eh bien, c'est difficile sur le plan idéologique, parce qu'il y a un vrai passif, et puis évidemment, il y a d'autres raisons. Alors, on va y revenir un petit peu. Il y a un dénommé Johansen au début du XXe siècle qui va reprendre en gros la manip de Galton et expliquer pourquoi il y a cette régression. Donc, distinguer les effets des gènes et les effets de l'environnement dans la fabrication d'un caractère. Il regarde des haricots, lui, mais c'est pareil que les petits pois, et donc il regarde leur taille générale, il prend les descendants des plus petits et les descendants des plus grands, il sème les plus petits, il obtient une certaine distribution de taille, il sème les plus grands, il obtient une autre distribution de taille, les descendants des plus grands sont plus grands que les descendants des plus petits, mais les descendants des plus petits sont plus grands que les plus petits, et les descendants des plus grands sont plus petits que les plus grands. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la fameuse régression. Mais quand il ressème cela,
eh ben, il a beau garder les plus grands ou les plus petits, il obtient toujours la même chose. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'il en déduit? Il en déduit qu'ici, il avait une certaine variation génétique et une certaine variation environnementale qui agissait sur le caractère, et qu'en gardant les descendants des plus petits, eh ben, il a enlevé toute diversité génétique. Tout le monde est génétiquement pareil, et donc la seule variation qui reste, c'est la variation environnementale. Et donc il en déduit que dans la courbe de départ, il y avait la somme d'une variance génétique et d'une variance environnementale. Et voilà. Alors, donc, au départ, la génétique est présentée comme étant effectivement quelque chose qui détermine une variation en commun avec l'environnement. J'insiste là-dessus parce qu'après, quand on enseigne la génétique, on a tendance à enlever l'environnement pour se simplifier la vie. Et du coup, il y a une idée fausse et qui est, je pense, très très grave politiquement, c'est que les gènes, ça détermine les choses, et puis une fois que c'est déterminé, ça ne bouge plus. Évidemment, ce n'est pas comme ça. On va y revenir tout à l'heure. Les gènes, ça donne des informations, mais il y a tout un système derrière qui va fabriquer l'organisme, et c'est à ça que je veux vous amener. La génétique va continuer à progresser, et puis l'étude de la diversité du vivant aussi, et on va arriver dans les années 70 à des résultats qui permettent de relier un petit peu l'étude de la diversité et l'étude des gènes. Alors ce résultat-là, qui a été obtenu au début des années 70, je ne sais pas si... ouais, je pense que ça vaut la peine que je vous le détaille quand même. Donc on prend une série de formes vivantes, et donc d'abord je vous raconte l'histoire telle que les paléontologues pouvaient nous la raconter. Il y avait des trucs qu'on peut appeler des poissons, et puis ils avaient un squelette cartilagineux, et certains sont restés comme ça, et ils sont très contents avec leur cartilage. Et d'autres ont développé l'os. Et donc on a des poissons osseux, donc le thon, la carpe, etc. Là, c'est les requins et les raies. Parmi les poissons osseux, certains ont progressivement réussi à s'installer en dehors de la flotte, et donc ça a donné une sortie partielle des eaux. Donc là, on a une salamandre, hein, et puis, ou les grenouilles, etc. Et puis de l'autre côté, les batraciens, disons, en tout cas ici. Puis de l'autre côté, eh bien, il y a un groupe qui s'est franchement affranchi de l'eau, et ça a donné d'un côté les dinosaures, dont j'espère que vous êtes tous conscients maintenant qu'ils ne se sont pas éteints, hein, que de nombreux dinosaures se sont éteints, mais que ceux qui sont restés, c'est ceux qui avaient des plumes, et donc qu'on appelle des oiseaux, et on en a tous les jours autour de nous. Donc dinosaures, oiseaux, même lignée, et puis de l'autre côté, les mammifères. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a à droite? Eh bien, il y a le nombre de différences dans la molécule d'hémoglobine alpha. Vous savez, l'hémoglobine, c'est cette molécule qui se trouve dans nos globules rouges et qui nous permet de transporter l'oxygène et le CO2 dans notre organisme. Tous ces organismes en sont dotés, et tous ont une hémoglobine alpha et une hémoglobine bêta. Les deux gènes se sont séparés ici. Donc, l'hémoglobine alpha, je regarde la différence entre un homme et un cheval, 18 différences entre un homme et une souris. Alors, c'est un dessin des années 70, il n'est pas du tout politiquement correct. Aujourd'hui, on ne ferait plus jamais ça. D'abord, l'homme est en haut, ça, évidemment. Et deuxièmement, c'est l'homme. Avec un petit H. De même, c'est un coq. Ce n'est pas une poule. Aujourd'hui, on met des femelles et on ne met plus les humains dans une position particulière. Voilà, donc, on ne remarque pas comme ça. Voilà, donc 18 différences entre homme et cheval, 16 entre un homme et une souris, 35 entre un homme et un poulet, 62 entre un homme et une salamandre, 68 entre un homme et une carpe ou un thon, 79 entre un homme et un requin. Ben, ça a surpris personne. On s'attendait à ressembler plus à un cheval qu'à un requin. Mais on s'attendait aussi à ce que le requin ressemble plus à la carpe qu'à nous. Et c'est là la surprise. C'est qu'entre un requin et une carpe, 85, requin salamandre 88, requin poulet 83, requin souris 77, 79, pareil quoi. Alors je ne sais pas si ça vous surprend. À l'époque, ça a quand même été une petite surprise. On a fini par comprendre ce qui se passait. Tout compte fait, ce qui se passe, c'est que les gènes se transforment au cours du temps, de façon stochastique. C'est-à-dire qu'il y a des mutations qui font que le gène marche moins bien. Bon, bah, celles-là, elles sont éliminées par la sélection. Et des mutations qui ne changent rien. Bah, celles-là,
elles vont soit se perdre, soit envahir la population avec une certaine probabilité. Et cette probabilité ne dépend pas de la taille de la population, elle dépend en gros que du taux d'apparition de ces mutations qui ne changent rien. Donc, en fait, au cours du temps, un gène va, tous les 1 sur le taux de mutation, c'est une loi géométrique, eh bien, va se modifier. Et du coup, ça donne ce qu'on a appelé une horloge moléculaire. C'était un peu après l'éclosion des horloges atomiques, et l'idée était la même, c'est que si vous avez un événement stochastique comme ça, ça vous permet de mesurer le temps. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est un nombre de différences qui résulte du fait que cette lignée-là a évolué, que cette lignée-là a évolué indépendamment, qu'elles ont évolué en gros à la même vitesse, et que du coup, eh bien, l'étude des génomes nous donne le temps de séparation des lignées. Mais pour comprendre évidemment c'est ça, il faut arriver à se mettre dans la tête que si je me pose la question qu'est-ce qui est le plus proche d'une carpe, est-ce que c'est un requin ou un humain? Regardez, ce qu'on appelle proche en termes de généalogie, c'est quand l'ancêtre commun est le plus près. Vous êtes plus proche de vos frères et sœurs que de vos cousins germains, parce que votre ancêtre commun avec vos frères et sœurs, c'est vos parents, alors que votre ancêtre commun avec vos cousins germains, c'est vos grands-parents. Et bien là, l'ancêtre commun de l'homme et de la carpe, il est là. L'ancêtre commun de la carpe et du requin, il est là. Donc la carpe est plus proche de l'homme que du requin sur le plan généalogique. Alors on parle d'une phylogénie. Et effectivement, c'est bien ce que nous dit l'ADN. La carpe est plus proche de l'homme, 68 différences, que du requin, 85 différences. Donc les génomes nous permettent de connaître la généalogie des formes vivantes maintenant. Et c'est pour ça que les laboratoires de biologie maintenant utilisent lourdement le séquençage d'ADN pour retrouver l'histoire de la vie, grâce à cette horloge moléculaire qui n'est pas toujours super bien réglée, mais qui globalement nous permet de trancher une fois qu'on a suffisamment bien étudié la situation. C'est comme ça que maintenant on est certain que, je ne sais plus si je l'ai mis là, mais non, on est certain qu'on est plus proche des chimpanzés et des bonobos que des gorilles, qu'on est certain que les champignons sont les frères des animaux et sont bien plus loin des végétaux que des animaux, etc., etc. Et qu'il y a un troisième groupe, donc en plus des bactéries et des eucaryotes, qui sont les archées. Ça, je suppose que vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que ça touche suffisamment à des choses qui vous intéressent. Donc, voilà, on regarde ça, et alors, évidemment, à force de regarder les choses comme ça, il y a eu plusieurs choses qui ont convergé pour faire changer le point de vue des biologistes de l'évolution sur le processus qu'ils regardaient. C'est que quand on regarde ces schémas, eh bien, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a le long des lignes, là? Ça désigne quoi? Il est clair que les premiers, les gens comme Darwin, quand ils dessinaient des arbres comme ça, ils voyaient là des individus qui produisaient des descendants, etc., etc. Mais si on se pose la question, qu'est-ce qui est transmis au cours de l'évolution? Qu'est-ce qui est conservé? Donc sur quoi est-ce que la sélection agit? La sélection agit sur ce qui se maintient au cours des temps. Eh bien là, on est obligé de se rendre compte que dans ce schéma, tout compte fait, ce qui se transmet, ce sont les informations génétiques. Que les individus sont des structures transitoires qui transmettent l'information à la génération suivante, mais qui ne la produisent pas, et qui, au fond, ne peuvent pas être sélectionnés, puisqu'ils meurent tous. Ce qui peut être sélectionné, c'est les informations qui ont été portées par des individus qui les reproduisaient bien. C'est clair, ça? Donc, le mécanisme de la sélection naturelle, quand je le vois sous cet angle, c'est un mécanisme par lequel une information génétique va progressivement évoluer de façon à induire l'existence de structures qui la reproduisent aussi bien que possible. Et à chaque fois que deux informations génétiques en compétition l'une avec l'autre produisent des individus dont l'une, je ne devrais pas dire produisent d'ailleurs, mais induisent l'existence d'individus dont les uns reproduisent mieux leur information génétique que les autres, et bien ce qui restera à la fin, ce sont les informations génétiques ayant produit les individus qui les reproduisaient le mieux. De sorte que on peut définir un être vivant comme un artifice inventé par les gènes pour se reproduire. Bon, ça, quelque chose d'un peu choquant. C'est un peu vexant parce qu'on est des individus.
et qu'on aimerait bien être en fin en soi. Alors que là, les individus prennent un rôle de véhicule, transportant les gènes d'une génération à la suivante et les reproduisant plus ou moins bien, sachant qu'effectivement, ce qui sera conservé, ce sera les gènes qui auront été le mieux reproduits à la fin. Donc le processus de sélection naturelle, tout compte fait, ce n'est pas très compliqué. C'est un processus par lequel les informations qui sont portées par des individus qui les reproduisent le mieux, supplantent les informations qui sont portées par des individus qui les reproduisent moins bien. Je vous parle d'informations. Le problème, c'est que, donc tout le monde parle d'information génétique, le problème, c'est qu'on n'a pas un concept fort d'information, et que donc, l'information, elle doit pouvoir passer de là à là. Je vais y revenir. Donc, on va essayer de discuter un petit peu ce que c'est que l'information. Pour moi, si on veut comprendre ce que c'est qu'un être vivant, on ne peut pas se passer de ce concept. Mais il faudrait déjà le fabriquer. Alors, ceci dit, j'en reviens à la question de tout à l'heure. Vous voyez que, évidemment, cette présentation, ce n'est même pas une théorie, cette présentation du phénomène dans laquelle les gènes sont en fait le vrai but du système, a quelque chose d'extrêmement choquant, surtout pour les gens de gauche. Et donc, ne vous étonnez pas s'il y a des débats qui sont assez curieux sur cette question-là, parce qu'ils sont largement influencés par des questions idéologiques. Alors, j'essaie de vous montrer pourquoi c'est idiot de se focaliser là-dessus, mais ça, j'y reviendrai après. Que déterminent les gènes? Alors, on emploie le mot déterminer, je suis désolé, c'est un très mauvais mot, mais bon, c'est celui-là qui est employé. Alors, il y a des choses qui ont l'air d'être tout à fait... les variations génétiques induisent des variations sur la forme qu'on a, donc voilà, la couleur des yeux, l'albinisme, le fait de pouvoir mettre la langue en tuyau comme ça. Si vous, voilà, apparemment, il y a un gène, vous pouvez faire ça, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas. La langue retournée, ça, je peux vous le faire aussi. La langue en trèfle, qui est-ce qui peut montrer aux autres? Je ne sais pas le faire, moi. Bon, les gens n'osent pas se dénoncer. Sur celle qu'il y a là, il y a au moins 2-3 personnes, mais vous n'allez pas oser le dire, donc j'ai pris une photo d'une étudiante. Ah, ceux qui savent faire restent quoi? Et qu'est-ce qu'il y a? Et non? Bon. Voilà, ça apparemment, l'environnement a assez peu d'influence sur ces caractères. Il y a d'autres variations qui sont essentiellement liées à l'environnement. Par exemple, l'accent anglais. Il y a des gens dans le monde qui parlent bien anglais et d'autres mal, et la plupart des gens qui parlent vraiment bien anglais sont simplement nés en Angleterre, mais ça n'a pas... il n'y a pas de composante génétique forte là-dessus. Mais pour la plupart des caractères, ce n'est pas aussi simple que ça, il y a les deux. Alors, du coup, on peut se poser la question, combien pour chaque? Alors ça, c'est une drôle de question. Combien pour chaque? Évidemment que chacun d'entre nous est constitué par un génome dans un environnement donné, et qu'il n'est pas question de dire c'est le génome qui me fait ou c'est l'environnement qui me fait. Il y a les deux, nécessairement. Alors qu'est-ce que ça veut dire combien pour chaque? C'est 100% de chaque? Oui, mais quand même, il y a bien une question derrière. Alors une fois où je regardais une course de moto, j'entends le présentateur qui va interviewer le gagnant et qui lui demande quelle est la part du pilote et la part du moto dans la victoire. Je me dis, ça c'est intéressant, qu'est-ce qu'il va répondre? Il répond 50-50. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il était tout content, mais enfin, est-ce qu'il croit que sans la moto, il avait qu'une chance sur 2 d'y arriver? Voilà, on ne peut pas répondre avec les courses de moto, mais on peut répondre avec certaines courses d'obstacles. Il y a certaines courses d'obstacles où 4 cavaliers viennent, chacun avec son cheval. Ils font le parcours, et une fois qu'ils ont fait le parcours, ils sont classés, et puis ils échangent de cheval. Et puis ils font ça 4 fois. De sorte qu'à la fin, chaque cavalier a essayé les 4 chevaux, et chaque cheval a essayé les 4 cavaliers, bien entendu. Et alors évidemment, si on trouve ce résultat-là, si on trouve que c'est toujours le même cavalier qui gagne, le même qui est deuxième, quel que soit le cheval, on va dire, le résultat est déterminé par le cavalier. Si on trouve ce résultat-là, c'est toujours le cheval qui gagne, etc., on va dire que le résultat est déterminé par le cheval. Et dans la réalité, on trouve des trucs comme ça, et à ce moment-là, on fait une analyse de variance, c'est-à-dire on regarde déjà la somme par ligne, la somme par colonne, déjà rien qu'à regarder les résultats comme ça, les cavaliers se classent entre 5 et 15, si je fais la somme des classements, alors que les chevaux, ça va de 8 à 12,
Donc je peux dire que le cavalier a plus de poids que le cheval dans le résultat. Je n'ai pas fait le calcul précis de ce que nous donnerait une analyse de variance là-dessus, mais voilà. Ce que je voudrais que vous compreniez bien, pourquoi j'aime bien, j'ai fini par développer cette métaphore, je voudrais que vous compreniez bien que ça veut dire que lorsque je dis qu'il y a pour un caractère donné, je ne sais pas moi, tiens, tenez, sur le QI des enfants français dans les années 70, on a trouvé à peu près 50-50 pour les gènes et l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vrai pour ces enfants-là dans ce système-là, et à ce moment-là. Imaginez que j'enlève un cheval et je mets un âne à la place, ça va augmenter considérablement le poids des chevaux dans le résultat. Et si vous enlevez un cavalier et que vous mettez l'anneau au hasard, eh ben, ça va augmenter le poids des cavaliers dans le résultat, parce que, évidemment, a priori, on n'est pas tous des champions. Donc, vous voyez que ce résultat est parfaitement contingent à l'échantillon que j'étudie dans l'environnement où je l'étudie. C'est extrêmement important parce que si on comprend bien ça, ça commence à enlever du poids idéologique au résultat de la génétique. Parce qu'évidemment, si jamais je pouvais dire « Ah oui, mais telle aptitude est 100% héritée par les gènes », eh bien, ça veut dire qu'il n'y a aucun changement social qui peut faire quoi que ce soit par rapport à ça. Et voilà pourquoi les gens de gauche n'aiment pas les gènes. Mais en réalité, ils ont tort, parce que même s'il y a des gènes, et on va y revenir, eh bien on peut avoir des effets de l'environnement, et on va y revenir encore un petit peu plus. Alors, chez les plantes cultivées, par exemple, c'est comme ça qu'on étudie la part des gènes et de l'environnement dans le rendement du blé, dans la production de lait des vaches, etc. On fait des manips. Et je voudrais insister une dernière fois, avant de passer à autre chose, sur le fait que l'environnement peut influencer des choses, même quand on croit que c'est les gènes qui les influencent. Il y a une maladie qui s'appelle la galactosémie. Et si tout le monde donne du lait au bébé, eh ben les galactosémiques meurent parce qu'ils ne peuvent pas digérer le lactose. Donc le lactose les empoisonne, et donc ils vont mourir très jeunes. Dans un monde, comme c'était le cas il y a une centaine d'années, où tout le monde donne du lait au bébé, tous les bébés porteurs du gène de galactosémie meurent. Donc vous pouvez dire que c'est une maladie 100% génétique. Maintenant, aujourd'hui, dans nos pays, quand un bébé naît, on lui prend immédiatement un petit peu de sang et un petit peu de sel, on fait des analyses. S'il est galactosémique, on dit aux parents, vous ne lui donnez pas de lait, on lui donne des petits pots aux carottes, avec ce qu'il faut comme additif dedans, mais pas de lactose. Il se porte très bien, et puis une fois qu'il n'est plus bébé, il s'en fout pas mal de ne pas digérer le lait. Il y en a la moitié d'entre nous qui ne le digèrent pas, et ce n'est pas grave. Donc, vous voyez que dans un environnement où tout le monde donne du lait au bébé, la galactosémie est déterminée par les gènes, que dans un environnement comme aujourd'hui, où dans certains pays, on a les moyens de faire les tests et de ne pas donner de lait au bébé, alors que dans d'autres pays, on donne du lait au bébé, eh bien, l'environnement se met à jouer avec les mêmes gènes. L'environnement ne joue pas dans certaines conditions, il joue si jamais je sors de l'environnement de départ et que j'invente un nouvel environnement dans lequel on ne donne plus de lait au bébé. Ça va, c'est clair ça? Donc vous voyez que ce n'est pas parce qu'on vous dit qu'un caractère est 100% déterminé par un gène qu'il n'existe pas un environnement dans lequel ça rendrait un résultat différent. Et ça, je pense que si Michel Onfray avait compris ça, il n'aurait plus besoin de se battre contre les gènes. Parce qu'évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, son but, c'est de montrer qu'on peut changer les choses socialement et pas seulement en sélectionnant les gens. Deuxième exemple, dans le même genre, l'épidémie d'obésité depuis quelques dizaines d'années progresse dans tous les pays d'ailleurs, presque. On trouve, et quand on compare chez nous aujourd'hui les obèses et les non-obèses, on trouve des gènes qui favorisent le fait d'être obèse dans notre environnement. Mais les ancêtres de ces obèses n'étaient pas obèses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'environnement d'il y a une centaine d'années, eh bien, les mêmes gènes qui rendent obèses aujourd'hui ne rendaient pas obèses. Donc là, c'est le contraire de la galactosémie. On a fabriqué un nouvel environnement qui produit une maladie dans laquelle les gènes sont impliqués, alors qu'avant, les mêmes gènes ne donnaient pas les mêmes problèmes. Donc, bien comprendre cette co-construction de l'individu par ses gènes et son environnement, c'est essentiel. Et c'est essentiel aussi pour désamorcer les débats idéologiques sur ces questions. Alors, les débats idéologiques, il y en a plein. Il y en a un qui est tellement présent actuellement que je ne peux pas résister à l'envie de vous en parler. Le sexe dépend des chromosomes X et Y. Et donc, on trouve des gènes du sexe, portés par les chromosomes X, Y, etc. Mais d'une société à l'autre, on voit que les différences de comportement entre hommes et femmes ne sont pas les mêmes, d'où l'émergence de la notion de genre.
qui est donc la somme des caractéristiques induites socialement entre hommes et femmes. Et quand des gens donc, disent que les différences induites socialement entre hommes et femmes sont déterminées par les gènes, que c'est comme ça parce que c'est biologique, eh bien, c'est faux. C'est faux parce que c'est vrai dans un environnement donné, mais on peut imaginer d'autres environnements dans lesquels ça ne serait pas comme ça. On peut déjà en connaître un peu à la surface de la Terre, et puis alors si on en imaginait vraiment d'autres qui n'existent pas, personne ne peut dire exactement ce qui resterait des différences de comportement entre hommes et femmes. Donc, le débat est purement idéologique. Il y a des gens qui disent « Nous sommes contents de la différence existant actuellement entre hommes et femmes, nous ne voulons pas que ça change ». Ça, c'est leur droit. On peut ne pas être d'accord avec eux, mais c'est leur droit. Mais quand ils disent « c'est parce que c'est biologique », ça, c'est juste un mensonge. Ou une incompréhension de ce que je viens de vous dire. Voilà, fin de la parenthèse. Alors, les différences entre hommes et femmes, oui, ça, c'est une illustration célèbre du fait que l'auto-évaluation des hommes et des femmes est très différente. C'est bien connu. Voilà. Alors, donc, revenons à notre information. Dans son célèbre livre What is Life, donc, Schrödinger proposait l'idée qu'il existait, donc en 1948, c'était 5 ans avant la découverte de la double hélice d'ADN, l'idée qu'il existait des molécules qui portaient l'information, qui se transmettaient d'une génération à l'autre. Et bon, il s'est trompé, il pensait que c'était des protéines. Mais donc, on a assez rapidement compris que c'était l'ADN, et puis on a trouvé la structure de la double hélice. Et je voudrais, une fois qu'on a compris tout ça, on s'est mis à comprendre la façon dont l'information génétique était codée par un codage combinatoire sur l'ADN. Et je voudrais vous dire que ce que je trouve assez extraordinaire, c'est la ressemblance entre le codage du langage de l'ADN et le codage du langage humain. L'information génétique est portée, de même que les informations écrites dans un livre, sont portées par des supports matériels, et il faut que le support soit aussi amorphe que possible, évidemment. Si le papier était un truc qui n'arrête pas de réagir avec l'atmosphère, ça serait un très mauvais support pour stocker de l'information, évidemment. Ça, c'est le premier point. Elle peut être recopiée. Une photocopieuse ou la réplication de l'ADN recopie très exactement l'information. Enfin, très exactement, avec quelques erreurs possibles, mais l'information peut changer de support sans changer son contenu. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable. C'est une propriété de l'information que je trouve extraordinaire. Vous pouvez avoir la même information dans un ordinateur, sur une feuille de papier, dans votre cerveau. Bon, évidemment, le support va induire parfois des contraintes sur les possibilités de l'information, des contraintes sur les probabilités d'erreur, etc. Mais bien qu'elle soit toujours portée par un support matériel, elle est donc non réductible à ce support, puisque, quand même, ça n'a pas grand-chose à voir, le support que peut constituer une puce informatique à une feuille de papier ou un cerveau humain qui aurait appris la même chose. Et donc, l'information a quelque chose d'un peu immatériel, quand même. Elle passe d'un support à l'autre. Et vous savez que pour l'ADN, maintenant, on a eu la démonstration du fait que l'information génétique pouvait changer de support sans être altérée, puisque Craig Venter a fait une chose extraordinaire. Il a rentré dans un ordinateur toute une série de séquences de bactéries. Donc ça, les séquences étaient dans son ordinateur. Il a fabriqué dans son ordinateur un chromosome bactérien en surpuce informatique, bien sûr, donc synthétique, dans lequel il avait mis des morceaux de génome de différentes bactéries. Et il a inventé une machine qui refabriquait un chromosome en ADN à partir de son ordinateur. Et il a planté ce chromosome dans une bactérie dont il avait retiré le chromosome, et ça a marché. Donc l'information génétique, dans ce cas-là, est passée par un ordinateur pour retourner dans une bactérie, et ça marche. Donc la capacité de l'information à changer de support et à se maintenir est vraie aussi bien pour l'information génétique que pour l'information de nos langages. Mais en plus de tout ça, elle a un support, elle peut être copiée, mais elle peut être lue. Mais à ce moment-là, il faut un système de lecture. Et ça, c'est la chose un peu difficile à voir, c'est que l'information, donc elle est sur un support en général neutre, donc elle ne fait rien. Mais il y a des systèmes qui peuvent la lire et faire quelque chose avec. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup étonné. Alors, l'irruption d'ailleurs du système de lecture dans la réflexion sur ce que fait l'information, il y a un livre qui s'appelle La triple hélice, donc publié par Lewontin, qui a bien mis ça en évidence.
si jamais vous regardez une information comme celle-là, là, je vous ai écrit un texte, j'espère que ça vous dit quelque chose. Voilà, donc ça s'appelle, vous voyez, ça ressemble bien à un message écrit, simplement, vous n'en tirez aucune information du texte, en tout cas. Ça s'appelle du faux texte, c'est utilisé par les imprimeurs pour mettre les choses en page, mais ça ne veut rien dire. Et évidemment, pour qu'un texte contienne une information, il ne suffit pas qu'il existe, il faut en plus qu'on puisse le lire. C'est clair que si jamais un jour une langue est totalement éteinte, eh bien, on pourra toujours avoir des enregistrements de cette langue, on ne pourra rien en faire, sauf si on a une pierre de Rosette, comme vous savez. Et donc le système de lecture est important. Bon, je passe là-dessus. Je voulais... Qu'est-ce qui se passe là? Vous dire qu'effectivement, des informations tout à fait amorphes, portées par un livre, et qui ont eu une influence physique déterminante sur notre monde, il y en a tout plein. Je vous ai donné 2 exemples là. Mais ces informations, elles sont actives parce qu'elles sont lues et que nous les transformons en action. Donc les humains sont des machines à transformer les textes écrits en action. En biologie, c'est la même chose. Je vais essayer de bloquer la porte. L'ADN, c'est la même chose. L'ADN est aussi amorphe qu'une Bible, mais quand on le fait lire par ce qu'il faut, ça se met à devenir actif. Alors, je ne vais pas vous... L'ADN est d'abord recopié dans un ARN messager, qui est une sorte de copie de travail qu'on va bousiller, mais on va la lire. On va la lire 3 lettres par 3 lettres. Ça va progressivement constituer une chaîne d'acides aminés avec un code qui est maintenant bien connu. Donc, le dictionnaire qui permet de transférer l'information de l'ADN, de l'ARN, où il a été recopié, en une protéine est connu. L'activité des protéines est liée à leur structure. Et donc, ensuite, toute cette machinerie, en lisant l'ADN, va progressivement fabriquer un œuf, un embryon, un fœtus. À un moment ou à un autre, ça prend une tête absolument incroyable, ces trucs-là. Je ne sais pas si vous savez que vous avez ressemblé à ça dans votre jeunesse. Et évidemment, Lewontin, dans son livre, dit d'ailleurs que les biologistes moléculaires répètent, comme les moines bouddhistes répètent leur mantra, que les gènes produisent des protéines. Évidemment qu'un gène n'a jamais produit une protéine. Un gène, ça ne bouge pas. Ce qui produit la protéine, c'est toute la machinerie qui se sert du gène pour le lire. De la même façon, on n'a jamais dit qu'une recette de cuisine avait produit un plat. La métaphore informatique n'est pas très bonne pour les gènes, parce qu'on a comparé le programme génétique l'information génétique à un programme informatique. Et je pense que c'est une erreur, parce qu'un programme informatique, ça se déroule de façon immuable. S'il y a un bug, ça ne marche pas bien, mais ça fait ce que ça doit faire, a priori. Alors qu'une recette de cuisine, ou une partition musicale, il y a plusieurs métaphores qui fonctionnent, c'est nettement plus proche de la réalité. C'est-à-dire que la recette de cuisine, elle ne fabrique pas un bœuf gros sel. Il va vous falloir, pour fabriquer le bœuf gros sel, un cuisinier. Et évidemment, selon le cuisinier que vous choisissez, avec la même recette, vous n'aurez pas le même résultat. Et qui plus est, tout ça se déroule dans un environnement. Et selon l'environnement, non plus, vous n'aurez pas le même résultat. Si vous changez les ingrédients, si vous changez le four, etc. Donc, une recette de cuisine, un cuisinier, des ingrédients, une cuisine, etc., un environnement. Un génome, un système de lecture, un environnement. On est exactement dans la même situation, il faut les 3, le gène, l'organisme qui lie les gènes et l'environnement. Et tout être vivant est constitué par ces trois entités. Alors, donc je vous ai parlé de gènes et d'environnement au début parce que c'est par là qu'on a commencé. Rapidement, on s'est rendu compte que l'organisme jouait un rôle, mais on est en train seulement de commencer à réussir à un peu étudier ça. On appelle ça l'information épigénétique. Donc il y a l'information génétique, l'épigénétique et puis l'environnement qui constituent un être vivant. Et voilà, moi, si jamais je devais, si on me demande, quand on me demande comment est-ce que je pourrais reconnaître un être vivant d'autre chose sur une autre planète, eh bien moi je dis qu'il faut les 3. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas ces 3 composantes-là, eh bien vous n'avez pas un être vivant. Vous pouvez avoir des structures chimiques autoreproductibles, on peut rêver de ça, mais tant qu'on n'a pas un système de stockage d'informations, quelle est
Quelle est la grande puissance du stockage d'informations combinatoires? C'est qu'évidemment, elle est relativement illimitée. On peut toujours rajouter de nouveaux mots. Alors que tous les autres langages, si vous prenez le langage des plongeurs, par exemple, ça va, etc., c'est très très limité parce que vous pouvez bien sûr combiner les signes, mais comme chaque signe doit avoir une signification en soi, ça limite considérablement le nombre de significations que vous pouvez fabriquer. Alors qu'un langage combinatoire, un langage dans lequel chaque élément n'a pas de sens en lui-même, mais seule la combinaison prend un sens, est un langage qui a des possibilités illimitées de signification. Donc là, je pense que ce qui fait l'extraordinaire possibilité de la vie, c'est justement de disposer de ce langage. Et concernant l'origine de la vie, notre grand malheur, c'est qu'on connaît effectivement la façon dont peuvent se produire spontanément des petits peptides. Vous savez qu'en 1953, une manip a été réalisée par Stanley Miller, dans laquelle il mettait... Alors ce qui est drôle, c'est qu'il réalisait exactement une manip qui avait été proposée par Darwin dans les années 1870. Darwin disait, imaginez que dans une petite mare tiède, en présence de sel d'ammoniac, de phosphore, de lumière, de chaleur, d'électricité, des petits composés protéiques soient produits. Ça, c'est, je cite Darwin, là, mais c'est exactement ce qu'a fait Miller, et il trouve effectivement des petits composés protéiques. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que 1953, c'est l'année donc, de l'expérience de Miller et de la double hélice d'ADN. Dans la grande presse, on a parlé 10 fois plus de Miller que de la double hélice. Personne ne voyait bien l'importance de cette histoire de double hélice, alors que prouver l'origine de la vie, c'était... Bon, le malheur, c'est qu'on n'a jamais réussi à faire des acides nucléiques de cette façon-là, ADN, ARN. Donc on peut imaginer des systèmes chimiques qui fabriquent des cycles, et ces cycles qui s'imbriquent les uns avec les autres, etc. Mais le moment où tout ça va se coder sous forme d'information dans un acide nucléique, ça, c'est encore un grand trou dans notre compréhension de l'origine de la vie. Alors, tout ça m'amène à vous dire qu'il y a deux définitions classiques de la vie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais une définition, je vais m'arrêter là-dessus. Une définition, c'est la définition issue des physiologistes, c'est autour du métabolisme. Un être vivant, c'est une structure qui a des flux régulés de matière et d'énergie. Voilà comment les physiologistes ont tendance à définir la vie. Et les généticiens définissent la vie comme le produit du processus de sélection naturelle agissant sur une information codée, etc. Ces deux définitions sur Terre donnent le même résultat pour presque tout, sauf aux deux extrémités de la chaîne de complexité des êtres vivants. Un virus, c'est juste une molécule d'ADN. C'est juste une molécule d'ADN. Et donc, pour un physiologiste, ce n'est pas vivant. Ça doit aller parasiter le métabolisme d'un être vivant, donc une cellule bactérienne ou eucaryote. Alors, c'est plus tout à fait vrai, parce qu'on commence à trouver des très gros virus avec une sorte de métabolisme, mais bon, je passe ça sous silence pour le moment. Donc, un virus, évidemment, c'est issu de la sélection naturelle et il y a une information codée. Donc, pour un généticien, un virus, c'est vivant, pas pour un physiologiste. Et à l'autre bout, la Terre, Gaïa, je suppose que vous avez déjà entendu parler d'elle, eh bien, la Terre peut être vue comme un être vivant pour un physiologiste. Il y a bien des flux coordonnés de matière et d'énergie, mais la Terre n'est pas issue de sélection naturelle. Il n'y a pas des terres qui se reproduisent, qui font des petites terres, et puis quand ça marche, on les garde, quand ça ne marche pas, on les jette, etc. Donc la Terre n'est pas vivante du point de vue d'un généticien. Ce n'est pas grave, on a deux définitions. Il vaut mieux en garder deux qui soient chacune cohérentes plutôt que d'essayer d'en faire une mauvaise avec les deux. Ceci dit, ce qu'il faut bien voir, c'est que selon laquelle vous adoptez, vous ne devez pas chercher tout à fait les mêmes propriétés dans vos êtres vivants. En particulier, si vous acceptez l'idée que Gaïa soit un être vivant, comme elle n'est pas issue d'un processus de sélection naturelle à l'échelle de l'ensemble, eh bien, tous les processus d'optimisation liés à la sélection naturelle qui se trouvent chez un être vivant normal ne peuvent pas exister à l'échelle de la Terre. Il n'y a pas de raison que la Terre soit optimisée pour quoi que ce soit. Les êtres vivants ne sont pas optimisés pour eux-mêmes, ils sont optimisés pour la reproduction de leur information génétique, mais c'est déjà quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Mais évidemment, un individu qui meurt très vite mais qui fait plein de descendants est une plus grande réussite sur le plan des gènes qu'un individu qui vit longtemps et heureux mais qui ne fait pas de descendants. Donc, bref. Voilà. Donc, je vous le redis, tout être vivant
c'est le produit de ces trois éléments, génétique, épigénétique et environnement. Et évidemment, on rêve tous de trouver de la vie ailleurs parce qu'on verrait comment ça se décline dans d'autres formes de vie. Et ça nous éviterait de continuer à raconter des carabistouilles sur ce que c'est que la vie ailleurs. C'est pour ça que j'adore l'exobiologie. Merci.